Coucou, c'est Victor. Vous écoutez Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Série d'été 4, merci les carnistes et le café. Je continue de vous emmener dans les coulisses des quelques mois d'écriture de mon livre En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme. Et aujourd'hui, on rentre dans du concret. Ma méthode de veille, le repérage des idées reçues les plus tenaces et mon obsession à faire le tour de la question spéciste de la façon la plus exhaustive possible. Écrire un livre contre le spécisme, au final, ça consiste à peu près à boire 400 cafés, alterner bureau, train et canapé, lire des centaines de pages remplies de bêtises crasses, tout en gardant assez de lucidité pour en faire quelque chose d'intéressant. Facile. Bon, déjà pour commencer, comment j'ai fait pour trouver la matière de tous ces chapitres ? Il a fallu que je m'enfile des dizaines et dizaines de contenus spécistes, que j'épluche leurs livres, que j'arpente leurs articles, etc. C'est pas compliqué en même temps, quand on cherche des contenus journalistiques sur l'antispécisme, il n'y a quasiment que des articles truffés de préjugés, d'idées reçues ou de caricatures en tout genre, complètement gratuites et excessives. Et c'est bien, ça m'a permis de faire un petit travail de rattrapage de tout plein de choses que j'avais pas encore pris la peine de lire parce que je savais que ce serait pas très intéressant, mais que là il fallait que je connaisse pour pouvoir déconstruire un à un les arguments spécistes dans mon ouvrage. Il fallait que je puisse prouver notamment que oui, plusieurs personnes avaient vraiment dit ça, pour justifier que l'idée fausse du chapitre existait bel et bien, que je ne l'avais pas inventée. Et les quelques fois où je ne l'ai pas fait, on m'a fait remarquer en relecture que c'était pas très crédible si je donnais pas de source, si je disais pas précisément à qui je répondais, parce qu'effectivement, face à tant de bêtises, faut le voir pour le croire. Un constat qui m'est apparu clair, c'est que le mépris envers les autres animaux rejaillit sur leur défense heureuse, et que nos détracteurs ne prennent le plus souvent même pas le temps de nous lire, tellement ils sont persuadés d'avance que nos idées sont perchées. Au final, ils critiquent leur propre projection de nous et de notre discours, et non ce qu'on défend réellement. Du coup, pour tenir face à autant de mauvaise foi carnistes, il m'a fallu du café. Beaucoup, trop de café. Et je me suis mis à prendre des notes un peu tout le temps. Dès qu'une idée me passait par la tête, dès que je croisais un article qui pourrait servir, une référence à aller creuser, etc. Je faisais déjà ça pour le podcast. Mais maintenant, dès que j'avais une idée d'angle, de source, d'exemple pour un chapitre, je faisais très attention à le noter tout de suite pour pouvoir le reporter sur le sommaire détaillé plus tard. Ce sommaire, c'était un peu la base où je compilais toute la matière et la structuration de l'ouvrage entier. Et il a fini par faire une centaine de pages. J'alternais sans cesse entre le travail d'ensemble sur la charpente du livre, donc l'articulation de la structure générale et la répartition des idées et des exemples au fil de l'ouvrage, et avec des focus plus intenses sur des chapitres précis quand il était temps de passer à l'écriture. Et pour être sûr de ne pas faire de blocage, je me suis imposé d'avancer coûte que coûte chaque semaine sur des V1. Des V1, c'est-à-dire des premières versions écrites de chaque chapitre, qu'il faudrait ensuite reprendre pas mal avec plusieurs couches de réécriture et de relecture. J'ai pas arrêté, tout au long des 6 mois d'écriture du manuscrit, de reprendre la structure du livre, de la retravailler, de déplacer les idées d'un chapitre à l'autre, de remettre certains chapitres à plus tard aussi, quand je devais faire plus de lecture pour être sûr de bien les traiter. Et j'ai dû accepter de ne pas tout maîtriser d'emblée. Certains sujets me demandaient plus de recherche, plus de temps, plus de maturation, quand pour d'autres, j'avais déjà à peu près fait ce travail ces dernières années dans le podcast. Du coup, ça m'a un peu donné l'impression que le livre n'était jamais stabilisé, mais au contraire toujours mouvant. En fait, il bougeait en même temps que moi, parce que moi aussi je tenais pas en place. Pourtant, je m'étais dit, en octobre, quand j'ai signé le contrat, ok, je me calme sur les déplacements maintenant, j'ai besoin de rester posé chez moi pour rester dans ma bulle et m'immerger dans l'écriture. Et globalement, c'est quand même beaucoup ça que j'ai fait. Mais bon, après coup, quand je fais la liste de tous les lieux où j'ai écrit le livre, j'ai vraiment l'impression d'avoir abusé et de juste pas être capable de rester à un seul endroit. Peut-être qu'il fallait ça, le mouvement, pour secouer une idéologie aussi ankylosée que le spécisme. Écrire debout pour tenser une idéologie bien assise. Parce que oui, j'ai littéralement écrit debout parfois, dans les wagons-bars des trains ou sur un bureau ajustable chez un proche. Vous savez le truc où il y a des boutons là pour le faire monter et descendre ? Alors, allons-y, faisons la liste ensemble. Ce livre a été écrit dans mon appartement, dans la maison de mon grand-père en Bretagne où on a passé les fêtes de fin d'année, dans un café sur le port de cette ville où j'allais tout le temps travailler en début d'après-midi pour changer d'ambiance et d'environnement, chez mon amoureux, chez ses parents et chez les miens, chez mon frère, chez une amie que je suis passé voir une semaine dans le sud, chez une autre dans le nord-est de la France, chez un autre ami encore qui m'a accueilli à Brest pendant le festival de radio et de podcast Longueur d'onde fin janvier. J'ai beaucoup écrit dans les cafés,
dans ceux de ma ville, au moins 6 ou 7 différents, et dans les cafés des villes où j'étais de passage, et aussi dans les trains entre tous ces endroits. Voilà, ça fait déjà pas mal, et j'en ai peut-être oublié encore. Mais du coup, merci vraiment à toutes les personnes qui m'ont accueilli, et à mes proches qui ont fait super attention à moi pendant cette période un peu intense pour moi. C'était un peu ambivalent cette période, parce que je pense que mon besoin principal au début de l'écriture, c'était d'arrêter de bouger, de me fixer à un endroit et d'installer une routine d'écriture et une forme de déconnexion assez forte. Mais passé les 3-4 premiers mois d'écriture, je me suis dit que je me sentais plus confiant de pouvoir avancer sur mon livre tout en passant du temps avec mes proches ailleurs et en faisant quelques activités quand même et pas passer absolument tout mon temps à travailler. Je pense que c'était le bon moment où je commençais à pédaler un peu dans la semoule et où je pense qu'un changement d'atmosphère était un peu nécessaire pour que je me remotive. Des fois ça a super bien marché, des fois au contraire j'ai galéré à être productif selon les contextes où j'étais. Et c'était difficile à anticiper et même à comprendre sur le coup. Du coup, j'ai pas de recette miracle sur le sujet. Faut être à l'écoute de soi et de ses besoins, essayer des trucs et voir ce qui marche le mieux pour avancer. Je pense. Peut-être. Mais derrière les lieux où j'ai passé du temps cette année, il y a à l'inverse tous les lieux où je n'étais plus. Moi qui avais eu une année très très intense avant ça en déplacement, événements, enregistrement en présentiel et réseautage, et du jour au lendemain, j'ai dû presque tout arrêter, quasiment plus être à Paris, refuser quasiment toutes les propositions d'intervention, de conférences, de participation à des tables rondes, mettre un coup d'arrêt à la présence active sur les réseaux sociaux du podcast. Ça, c'était vraiment plaisant en fait, vraiment quelle bouffée d'air de me sentir légitime à ne rien poster quasiment et pouvoir me vider la tête, plus avoir à y penser constamment. Je pense que c'était pas très bon pour ma santé mentale. Et d'ailleurs, je suis pas absolument ravi de m'y remettre, je dois avouer. C'est pas ce que j'aime le plus faire. Et je dois plutôt prendre sur moi pour continuer d'essayer de le faire à peu près bien. Mini bilan, ce que je retiens de cette période, c'est qu'il est précieux de pouvoir changer d'air et qu'il faut vraiment pas hésiter quand on en a les moyens, aller écrire ailleurs, se faire accueillir par des proches, garder un chat en échange d'un canapé et d'un peu de calme. Mais à l'inverse, il faut être prête à sacrifier des choses, apprendre à refuser des projets chouettes ou à les remettre à plus tard pour pouvoir continuer à prioriser un projet et pas se flageller si on prend certaines distances avec des amis, avec des proches, et si on loupe d'autres opportunités. C'est juste normal de devoir faire un tri un peu radical quand on veut mener à bien un projet qui est exigeant, difficile, quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait et qui va nous prendre vraiment beaucoup de temps et de motivation et d'énergie. Et ça demande de gérer la FOMO qui est un peu inévitable et qui vient avec. Du coup, j'ai passé l'année à avoir l'impression de travailler tout le temps et de rater plein de choses. Alors voilà, j'avais appris à dire non, j'avais appris à éteindre les notifications, à hiverner un peu pour pouvoir écrire, et ça marchait bien. J'étais en train d'y arriver même, putain. Jusqu'à ce jour où j'étais là, tranquillement installé dans le café du coin de chez moi. J'avais tout, mon ordi, de quoi boire, mes écouteurs, le plan du chapitre, plus qu'à écrire. Et soudain, rien. Impossible d'écrire quoi que ce soit. La page blanche. Et je sentais mon cœur serré, les palpitations très fortes, et un sentiment diffus de panique sans savoir quoi faire. Et j'ai reconnu ce que c'était parce que je l'avais déjà vécu dans mes études. J'étais au début d'une crise d'angoisse. Mais bon, tout ça, je vous le raconterai au prochain épisode. Faut pas craquer, j'ai craqué. Bisous.